Rome. Diffusé 30 € d'économie sur C3 Exclusive. Ce n'est pas toi le père, John. Mais qui? 01 73 50 62 22. C'est lui le père. Je retire. 36 17 années, vous avez le numéro, vous trouverez le nom. Tôt ou tard, la corrosion abîme la brillance de vos verres. Voici la nouvelle technologie Sunglass Protect. Des minéraux protecteurs qui repoussent les attaques de la corrosion. Nouvelle technologie Glass Protect de Sun. Les tablettes imbattables contre la corrosion. C'est beau, c'est Sun. Mais c'est quoi ça? Cluster saveur chocolat? Des pétales de blé complet au cacao. Et des pétales enrobés de chocolat au lait. Non, des pépites au goût chocolat. Tout ça dans ces céréales. Arrêtez ce manège! Cluster saveur chocolat, résistez si vous pouvez. Nouveau Lash Designer, le premier mascara à brosse double face de Nivea Beauté avec une face volume, une face longueur. Mes cils ont enfin une longueur infinie et un volume intense. Nouveau Lash Designer, le mascara brosse double face de Nivea Beauté. Bonsoir, le Loft, Star Academy, Popstar, Koh-Lanta, les émissions de télé-réalité ont donc envahi nos écrans et souvent avec succès. Mais comment sont fabriqués ces programmes? Combien rapportent-ils? Que se passe-t-il avec les candidats une fois que les projecteurs sont éteints? Autant de thèmes que nous allons aborder ce soir avec deux questions complémentaires. Comment faut-il regarder cette télé-réalité? Autrement dit, quelle est la part de vérité dans cette télévision? Et puis, eh bien, que nous réserve l'avenir? Autrement dit, quel programme est-on en train de nous préparer à l'étranger? Puisque c'est souvent de là que viennent les nouveautés dans ce domaine. Secret, mensonges et télé-réalité, c'est le thème de ce 40e numéro de complément d'enquête avec, vous allez le voir, des surprises et un scoop. Complément d'enquête au cœur de la télé-réalité sur ses ressorts dramatiques, ses modes de fabrication. Pour la première fois, un couple de journalistes a pu se faire sélectionner dans un jeu de télé-réalité. Il vous montre l'envers du décor, la vérité sur cette télévision. Mais combien rapportent ces programmes et qui en profite? Diffuseurs, producteurs, maisons de disques et même candidats, la télé-réalité c'est d'abord une bonne affaire, la meilleure qu'ait réalisé le petit écran depuis longtemps. Y a-t-il une vie après la télé-réalité? Quand les caméras se détournent, les projecteurs s'éteignent. Enquête sur ces candidats livrés à eux-mêmes, loin des stars et des paillettes. Quel suivi, quel soutien pour leur retour dans le monde réel? Et à quand la politique réalité? Angleterre, États-Unis, Colombie, la télé donne des cours de rattrapage aux politiques sur la vraie vie et les vrais gens. Une idée qui n'a pas plu en France à Jean-Pierre Raffarin. Alors pour évoquer tous ces sujets, pour parler de télévision, de fiction et de réalité, eh bien, nous avons choisi de vous montrer un petit peu l'envers du décor, à commencer par notre propre dispositif, ce fond vert, comme on l'appelle dans le métier, qui nous permet d'entamer cette émission. Mais ça n'est rien au regard de ce que vous avez autour de vous, puisque nous sommes ici à Bry-sur-Marne, dans les locaux de la SFP, et cette rue que vous voyez est en fait imaginaire. Ici, il ne s'agit que de décors, ces murs sont faux, cette rue n'existe pas. C'est comme ça qu'on fait de la télévision dans ce genre d'endroit ou dans des vrais grands studios où on ira tout à l'heure. C'est ici que nous recevrons des gens comme le producteur de Popstar et de Koh-Lanta, comme celle qui a un peu inventé cette télévision de l'intime, du voyeurisme, comme on l'a lui reproché, Pascal Brognaud, ou encore le psy des Loft 1 et 2, ça fait très longtemps qu'il n'a pas parlé, et enfin Jean-François Copé, puisque vous le savez, on va voir, on en parlait un instant, si la télé, la politique réalité va effectivement arriver sur nos écrans. Mais d'abord, l'enquête, elle est signée Cyril Deveau, Éric Colomer et Ludovic Tourte. Vous allez pour la première fois pénétrer un jeu de télé-réalité comme vous ne l'avez jamais fait, puisque nous avons réussi, à complément d'enquête, à faire en sorte que deux journalistes introduisent, s'infiltrent dans un jeu de M6 qui va sortir, qui s'appelle À bout de force. Ils se sont inscrits en fait, ils se sont fait passer pour de simples candidats, et leur histoire qu'ils vous racontent maintenant est assez édifiante.
Alexandra, 23 ans, et Stéphane, 26 ans, rentrent chez eux après la plus longue nuit blanche de leur vie. Ils n'ont pas dormi pendant 2 jours pour participer à un jeu de télé-réalité. Moi je suis épuisée quoi, là je suis complètement décalée, on n'a pas pu trop se reposer à l'hôtel. En fait on a passé peut-être plus de 48 heures avec le jeu sans dormir. C'est comme si on avait fait un long voyage à l'autre bout du monde, on a un gros décalage horaire et ouais, c'est épuisant. L'émission qu'ils viennent d'enregistrer s'appelle À bout de force. Elle doit être diffusée sur M6 dans quelques jours. Pour l'instant, on n'en connaît que le principe, rendu public dans cette plaquette promotionnelle distribuée aux journalistes. 4 couples enfermés pendant 36 heures dans un cube avec interdiction de dormir. Le cube, c'est un petit salon d'à peine 50 mètres carrés, surveillé en permanence par 5 caméras. Les 8 candidats sont ensuite soumis à des épreuves physiques et intellectuelles. Celui qui s'endort le dernier peut gagner jusqu'à 15 000 €. Le jeu pousse à bout les organismes. Alors la production promet un contrôle médical de la sélection à la finale. Des tests et des examens médicaux sont prévus dès le casting. Ils seront répétés avant le début du jeu. Une équipe médicale sera présente tout au long de l'épreuve. C'est en tout cas ce que promet Nathalie Simon, la présentatrice, et la société de production qui vend le jeu à M6, Usual Productions, une filiale d'Endemol dirigée par Xavier Couture. Dans le jeu, ils se sont fait passer pour Stéphane, dessinateur et prof de surf, et Alexandra, maquettiste fan de danse. Mais en réalité, ils sont tous les deux journalistes. Pour complément d'enquête, ils sont les premiers à avoir infiltré une émission de télé-réalité. Un petit souvenir de cette expérience, de joli sac, quoi, à bout de force. Magnifique jeu qui vous rend fou. Grâce à cette petite caméra, et avec l'aide extérieure d'autres journalistes de notre équipe, Stéphane a tout filmé. Hier, avec nos petits amis de 36 heures. Du premier casting à la fin du tournage, voici l'histoire d'un jeu de télé-réalité, filmé de l'intérieur. L'histoire commence un mois plus tôt à France 2, dans notre bureau. Nous voulons savoir comment se fabrique la télé-réalité. Pour cela, nous contactons Endemol, la plus grande société de production de télé-réalité au monde. Son refus de communiquer est total, mais nous apprenons qu'elle organise un casting pour un nouveau jeu. Alors, nous tentons notre chance. Hello and welcome to Endemol France. Please hold the line. We'll be with you in a moment. Allô ? Oui, bonjour, je vous appelle pour le casting. On m'a dit que vous faisiez passer un casting pour une nouvelle émission samedi prochain. Oui. Donc j'appelle pour me renseigner, en fait, ça m'intéresse. Comme faux candidat, nous avons choisi Stéphane parce qu'il a de l'humour, qu'il est beau garçon, sportif et qu'il vit en couple. Non, en fait, c'est un ami qui m'a dit que vous faisiez passer un casting, tout simplement. D'accord, donc ce casting ne concerne que des personnes qui vivent en couple. Oui, c'est le cas, ouais. D'accord, vous êtes mariés, paxés ou autre ? Non, célibataires tous les deux. D'accord, nombre d'enfants ? Aucun. Vos hobbies ? Moi, c'est le surf. Comme n'importe quel casting, cela commence par un questionnaire. La production recherche certains profils. Mes phobies, alors là, j'ai pas vraiment de phobie. D'accord, et elle ? Je sais pas, les araignées, je crois, comme beaucoup de femmes en fait. Stéphane s'invente alors un personnage, ainsi qu'Alexandra. D'accord, vos qualités principales ? Mes qualités principales ? Je dirais dynamique. D'accord, les principaux défauts ? Ses principaux défauts, elle, c'est... elle est un peu jalouse. Elle est un peu beaucoup jalouse. Vous avez un casier judiciaire vierge. Voilà. Oui. Ouais, vierge, elle aussi. D'accord. Est-ce que vous fumez ? Non. Elle non plus ? Elle non plus. D'accord. Bon, écoutez, on va vous rappeler d'ici 2-3 jours pour vous donner l'horaire et l'adresse exacte du casting. Ok. D'accord ? Bien, je vous remercie. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Ouais, bravo ! Une semaine plus tard, départ pour le casting. Leur dossier a été retenu. Ils doivent le compléter d'une photo. Mais couleur ou noir et blanc ? Couleur. Stéphane et Alexandra sont convoqués dans un grand hôtel parisien, place de la République. Un autre journaliste de France 2 les suit à distance, équipé d'une caméra cachée.
Stéphane possède aussi une petite caméra et un micro dissimulé. Dans un salon du premier étage, une dizaine de couples patientent avant d'affronter le jury. Comme Stéphane et Alexandra, ici au premier rang, 8000 candidats se seraient inscrits par téléphone. Selon nos informations, 400 ont été retenus sur dossier et ce soir, ils ne seront plus que 30. Que leur aventure s'arrête là ou pas, tous sont d'ores et déjà obligés de signer un contrat de confidentialité. Interdiction de dévoiler ce qu'ils ont vu au casting. C'est qu'on peut même pas en parler aux parents. Ils doivent aussi remplir eux-mêmes un questionnaire médical de 2 pages. Ce questionnaire est censé déceler d'éventuelles contre-indications à la pratique du jeu. Mais les candidats sont libres de dire la vérité ou non. Aucune trace ce jour-là des médecins promis par M6 et la société de production de Xavier Couture. Un candidat malade peut donc aisément franchir cette étape. Le passage devant le jury a lieu dans une pièce voisine. Nous avons pu l'enregistrer à l'insu des recruteurs. C'est évidemment cette petite séquence de 3 à 4 minutes qui va servir à vous sélectionner pour le jeu. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux? Ça fait depuis avril. Ouais, avril. Alors, si vous gagnez 15 000 €, vous en faites quoi? Un voyage. On part en voyage, ouais. Un voyage où? Quand on a Be Open, c'est-à-dire voyager, partir un petit tour du monde, au soleil, je pense, des coins où il y a des vagues. C'est ça. Ah d'accord. C'est un peu du sport? Je danse. La danse. Ouais. Ils sauront dans quelques jours s'ils ont convaincu. En attendant, nous demandons à Cécile Le Breton, une avocate spécialisée dans les médias, d'éplucher le contrat signé par les candidats au casting. On y apprend qu'avant même une hypothétique participation au jeu, Stéphane et Alexandra ont cédé à Endemol leur image, leur voix et certaines données personnelles à titre gratuit. La société pourra les exploiter dans le monde entier pendant 5 ans. Leurs entretiens, les clauses du contrat, tout cela doit rester confidentiel. Des clauses abusives, selon l'avocate. À mon avis, ça révèle une espèce de paranoïa de la part des réalisateurs de ces émissions qui vont essayer de verrouiller au maximum ce silence. Et effectivement, c'est un non-sens, quoi. La participation à un casting, pas une émission justement, à un casting alors qu'on n'a ni le nom ni le principe et qu'en fait c'est juste un casting presque physique, quoi, et de caractère, c'est complètement injustifié. On peut considérer que cette clause n'a pas de contrepartie et qu'elle puisse être annulée par un tribunal. Quelques jours plus tard, chez Stéphane, c'est une excellente nouvelle qu'enregistre le répondeur téléphonique. Stéphane, bonjour, Sandrine M6. Je vous rappelle par rapport au casting pour À bout de force. Donc, pour vous dire que c'est du 25 octobre au 29 octobre. Donc, est-ce que vous pourriez me rappeler le plus vite possible? Il est temps de faire son sac en suivant les recommandations de la production. Je sors de mon colocataire, magnifique. Alors pour partir, on nous a demandé de prendre 2 tenues de ville, chacun, et 2 affaires de sport. Et plus important, en fait, ce qu'il faut amener, c'est donc le casier judiciaire vierge et l'attestation, le certificat médical qu'on a fait il y a quelques jours. La production ne fait donc pas elle-même les contrôles médicaux qu'elle avait annoncés. Le certificat d'un médecin généraliste lui suffit. Là, il ne demande pas grand-chose. Le médecin nous demande simplement si on est en bonne santé. Bah oui, il ne va pas aller vérifier si on est en bonne santé. Il ne demande pas notre dossier médical. Donc c'est pour ça qu'on arrive à passer tous les deux. Je peux avoir la pire des maladies et pourtant je vais quand même y arriver. Enfin, on va voir comment ça se passe. On va aller maintenant, dans quelques heures, à l'émission. On va voir s'il y a un nouveau contrôle médical. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien, quoi. Alexandra et Stéphane partent pour Arpajon, une petite commune au sud de la banlieue parisienne. C'est l'adresse indiquée sur leur convocation pour le tournage de l'émission. Bon, tu es prête à passer 36 heures sans dormir? C'est là. C'est là, dans une zone industrielle,
que la filiale d'Endemol, Usual Productions, a installé son studio. Un caméraman de France 2 accompagne notre couple avec un caméscope. À l'entrée, personne. Ils en profitent alors pour faire rapidement le tour du propriétaire. Ça devrait être les 2 grands fauteuils où vous allez rester les 2 derniers finalistes. Donc c'est ici qu'on va dormir. Là, il y a une piscine. Une piscine de ballon. C'était où, là? C'est là-dedans qu'on va voir Sandrine où est-ce qu'elle est, quoi. Donc c'est ici qu'on va vivre pendant je sais pas combien de temps en plus. 36 heures. Le cube est fidèle en tout point à la photo diffusée dans la plaquette promotionnelle. Il rappelle d'ailleurs étrangement le décor de Love Story, le premier jeu de télé-réalité lancé par Endemol en France. Là, c'est la piscine à boules. Il va y avoir des épreuves. Ouais. C'est pas super surveillé là. Bon ben voilà, maintenant on va aller à l'hôtel pour se préparer. Demain matin à 8 h, ils entreront dans le cube pour 36 heures sans sommeil. Alors, ce soir, la production leur paye un hôtel 3 étoiles. Dans leur chambre, une petite surprise les attend. Les producteurs leur ont préparé un autre contrat, encore plus précis que celui du casting, sur l'obligation de secret et la cession gratuite de leurs droits à Endemol. Et surtout, ils doivent parapher page par page le règlement officiel du jeu. Au total, une vingtaine de pages, rédigées en termes juridiques. Ils doivent les signer le soir même. Difficile dans ces conditions de consulter un avocat. Mais s'ils ne signent pas, ils sont éliminés d'office. Dimanche matin, 8 h, nos 2 journalistes entrent dans le cube. Impossible de dissimuler une caméra, alors pour imaginer comment le temps passe à Arpajon, direction le Brésil. La filiale brésilienne d'Endemol y a créé sensiblement le même jeu. Là-bas, il s'appelle Guerra do Sono, la guerre du sommeil. Là aussi, interdiction de dormir. Mais l'envie de dormir, ça fait partie du spectacle. À Arpajon, lorsque les candidats ne sont pas assez fatigués, l'équipe de production dirige la mise en scène. On est passé pour le couple super fatigué. Alors du coup, ils nous disent, allez-y, vous êtes dans un sofa, allez dormir un peu. Alors du coup, donc on a fait l'image, on lui dit, bon bah écoute, tu veux qu'on fasse semblant de dormir? Ouais. Allez, alors hop, on se met comme ça, 10 secondes, on dort et tout, parfait. Puis après on fait, bon allez, hop, on va pouvoir regarder la télé. Allez, c'est dans la boîte. Au Brésil, après 36 heures sans dormir, tout le monde à la piscine. Épreuve aquatique pour couler les plus faibles. On enchaîne avec une partie de jacadie. Enfin, les rescapés sont lâchés sur la piste pour une séance de stock car. À Arpajon, Stéphane et Alexandra ont eux aussi subi des épreuves très physiques. À leur sortie du jeu, ils racontent. Mais c'est vrai qu'après 36 heures sans dormir, le premier jeu, ils le disent, c'est le premier jeu, c'est un jeu très physique. On a accroché, on a chacun un harnais. On est l'un en face de l'autre. On est l'un en face de l'autre, on a un câble accroché ici, et ils nous montent à 18 mètres de hauteur. Sur une passerelle, on est tous les couples les uns en face des autres. Comme 2 ficelles, comme ça, bien tendues, et nous, on est au milieu. Et c'est nous, on fait le nœud, en fait. Et on doit tenir le nœud comme ça. Évidemment, tu tiens pas très longtemps, et après, tu pars en pendule. En pendule. Nous, on a lâché tout de suite, parce qu'en fait, c'est hyper choquant, parce qu'ils sont tirés en arrière, et en fait, ça leur bloque la respiration. Ils deviennent tout rouges, avec les yeux complètement exorbités. Et pourtant, malgré la violence de l'épreuve, ils n'ont vu dans le studio que le pompier de service et une infirmière. Jamais de médecin. Sur le plateau, avant, après, à l'hôtel, quand on arrive le premier jour, quand on en ressort après 36 heures, après 48 heures d'épuisement, jamais on a vu un médecin. Alors qu'on pensait tout de même en voir un. Pendant qu'Usual Productions fabrique l'émission, M6 la présente aux médias. Mais notre équipe de reportage n'est pas la bienvenue à la conférence de presse. C'est moi qui ai interdit. Ah bon, d'accord. L'attaché de presse de M6, Michel Lourdel,
a affûté ses arguments. On parle de la télé-réalité. Là où on parle c'est pas de la télé-réalité, ça c'est un jeu. Je ne souhaite pas vous inviter. Alors pourquoi? Je vous dis parce que nous sommes dans le cadre du divertissement et c'est mon problème et pas le vôtre. Donc si vous pouviez sortir, ça m'arrange. On va y aller. Sortez s'il vous plaît. Pour M6, 8 candidats enfermés dans un loft pendant 36 heures sous l'œil de 5 caméras, ce n'est pas de la télé-réalité. L'argument n'a pas convaincu les journalistes de Libération ou du Parisien présents à la conférence de presse. Mais ce jour-là, c'est un autre message que M6 voulait faire passer. Le journaliste du Parisien l'a relevé. Voyant venir les critiques, la chaîne a tenu hier à rassurer. Tous les participants auront été soumis au préalable à un examen médical complet, un suivi étant assuré le temps de l'enregistrement. À la conférence de presse, aux côtés de Xavier Couture, il y avait un spécialiste du sommeil. Bien. Alors, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Il s'appelle Pierre Palardy. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la question. Vaincre la fatigue, le stress et la déprime et protéger son cœur. Et j'ai été contacté par monsieur Xavier Couture pour être caution d'une émission sur la 6. Le problème, c'est que Pierre Palardy n'est pas médecin. Il est kinésithérapeute. Et lorsque nous le rencontrons, nos journalistes ont quitté le jeu depuis une semaine. Mais lui semble l'ignorer. Écoutez bien, il parle encore au futur d'une émission déjà enregistrée. Le jeu dont il a la caution s'est fait sans lui. Il va y avoir non seulement un suivi médical extrêmement sérieux, c'est-à-dire un examen médical, c'est-à-dire que le couple ne pourra pas venir comme ça dans cette émission. Il y aura des analyses qui vont être faites et j'espère que cette émission va nous enrichir au niveau du côté médical et au côté spécialiste de la forme et du bien-être. C'est-à-dire qu'après l'émission, vous allez voir les candidats, leur poser des questions? Oui, et puis comment ils vont récupérer? On va faire un bilan. Ah oui, j'espère que ça va être extrêmement sérieux, sinon moi je démissionne tout de suite. Pour connaître les vrais dangers que fait courir le jeu à bout de force, nous consultons un vrai médecin, le président du Conseil de l'Ordre de Paris. Ce qu'il nous dit n'est pas rassurant pour les candidats. Là, ils se retrouvent dans une situation d'épreuve de fatigue nerveuse, physiologique, et peuvent à ce moment-là apparaître des symptômes qui n'apparaissaient pas en temps normal. C'est-à-dire palpitations cardiaques? Voilà, essentiellement sur le plan vasculaire, c'est-à-dire de la tension, sur le plan cardiaque, sur le plan nerveux, c'est-à-dire agressivité, ou sur le plan neurologique, c'est-à-dire des crises d'épilepsie ou des symptômes de ce genre. C'est essentiellement ça. Ce sont donc les candidats qui prennent de vrais risques, alors qu'Usual Productions, la filiale d'Endemol, n'en prend aucun. C'est écrit noir sur blanc dans le règlement qu'on leur a fait signer à l'hôtel la veille du jeu. Non, j'ai toujours pas compris. Là. Article 7, clause limitative de responsabilité. Les préjudices issus de déficiences non décelables lors de la sélection et par le questionnaire ne seront pas à la charge de la production. La seule précaution médicale qu'ils prennent, c'est une précaution pour eux en fait. C'est-à-dire qu'ils te font signer des papiers comme quoi, si vous nous avez menti sur votre test médical, et votre état de santé, c'est pas notre problème. Voilà. Vous pouvez, nous, on se décharge complètement. Vous nous avez confirmé, vous avez signé un papier comme quoi vous n'avez pas de problème. Donc si vous avez un problème, c'est plus notre affaire. Dernières images tournées par Stéphane. Le repas offert par la production après le tournage de l'émission. Dans un restaurant chinois, 8 candidats plutôt contents de leur expérience, même s'ils ne sont pas dus. J'ai eu peur, je crois que c'était l'alarme. On était juste des pauvres cobayes, quoi. Des pauvres cobayes, mais ça fait vraiment rat de laboratoire quand on te pose dans un truc et on te pousse à bout. Vous voulez qu'on pète les plombs? Ouais, mais c'est pas bon du tout, ça. De pousser les gens. En fait, l'émission, elle devrait plus s'appeler réellement à bout de nerfs qu'à bout de force. Parce que. Était-il attiré par le jeu? Par l'argent? Voulait-il tout simplement passer à la télé? En tout cas, après cette expérience, ils ont du mal à se quitter. Les garçons étaient sympas, enfin ils étaient tous sympas. Hein. Selon nos informations, 7 numéros d'À bout de force ont déjà été enregistrés.
Et nous voici à Brie-sur-Marne dans l'un de ces studios de la SFP, un studio gigantesque avec vous, Pascal Brognaud. Merci d'être là. Vous êtes la patronne aujourd'hui d'une boîte qui s'appelle Ego Production, une boîte de production. Et puis vous étiez, je dirais, l'initiatrice d'une certaine télévision, de l'intime. Il y en a qui ont dit du voyeurisme avec Psycho, Perdu de vue, Moi je. On va en parler. Mais quelques mots d'abord sur le reportage. Il faut savoir que ni M6 ni Endemol, fidèles à leur tradition de ne pas parler à la concurrence pour M6, eh bien, n'ont accepté de nous recevoir ou de participer à l'émission. Quelques mots sur Endemol quand même, puisqu'il faut savoir que c'est le plus gros fournisseur de programmes dans le PAF, dans le paysage audiovisuel français, aujourd'hui, avec plus de 26 heures par semaine. C'est bien sûr de la télé-réalité, et encore, ça n'est que 15% environ des activités d'Endemol. Alors on est un peu surpris quand même, Pascal Brognaud, dans ce sujet, et en général on était surpris dans la préparation de l'émission de voir à quel point il y a une espèce de parano autour de la fabrication de ces programmes qui ne sont jamais que de la télévision. Il y a par exemple les monteurs qui ont monté la plupart de nos sujets n'ont pas voulu signer les sujets, tellement ils avaient peur de ne plus pouvoir travailler après pour Endemol ou d'autres. C'est curieux, je suis surprise de cette réaction aussi. Je vois pas pourquoi il y a une parano sur un genre qui est un genre télévisuel maintenant presque classique et qui produit de très bonnes émissions et de moins bonnes, disons-le. C'est parce que les enjeux sont trop importants ? Non, je pense que l'émission dont vous venez de parler, elle a été enregistrée, il y en a 6 ou 7 ou 10 qui sont enregistrées ensemble et elles sont diffusées les unes derrière les autres. Donc si tout d'un coup on dévoile la mécanique de l'émission, les réactions des gens, peut-être que le suspense sera ne sera pas gardé. En même temps, on voit quand même les contrats, les clauses a priori abusives dans ces contrats. On voit, alors là, dans ce jeu, l'environnement médical qui n'y est pas, vous avez vu ça avec nous, ça vous a fait un peu réagir ? Pas tellement, non, parce que d'abord j'ai vu qu'à la fin du sujet, les participants sont très contents d'avoir participé. Ils ont l'air plutôt contents, oui. Ils sont un dîner très sympathique entre eux, et finalement, je pense qu'ils sont venus pour se montrer à la télévision, pour participer à une expérience, et on ne les a pas trop maltraités. Donc je dirais que le contrat ou pas contrat, environnement médical ou pas, je ne pense pas qu'ils aient pris vraiment des risques. Parlons de vous. Vous avez été donc brocardé à une époque avec ces émissions, Moi je, Perdu de vue, etc. On s'est dit mais c'est une télévision obscène. On incite les gens à se répandre devant les caméras à tel point que TF1 a arrêté ça en disant on va se refaire une image, une quête de sens dans les programmes et puis on vous a plus trop vu. Bon, ça a été une période peut-être un petit peu dure. Aujourd'hui, vous dites quoi ? Vous avez été l'instigatrice de cette télévision en réalité aujourd'hui ? Vous avez été... Disons qu'il y a une filiation. Je pense que quand j'ai fait Psycho et Perdu de vue, tout ça, c'était l'arrivée à l'antenne, la prise de parole à l'antenne des gens sans grade, dans le fond. Avant, c'était une télévision où la télévision donnait du savoir et donnait la parole aux clercs, aux notables, aux scientifiques, etc. Moi, j'ai donné la parole à des gens qui, d'habitude, ne la prenaient pas. Et ils devenaient des notables parce qu'ils parlaient de leur propre expérience. Donc, j'ai valorisé leur parole. Et évidemment, ils ont parlé bien d'eux. Et on s'est aussitôt aperçu que parlant d'eux, ça touchait tout le monde. Donc évidemment, cette télévision-là a pris un essor. Donc vous dites que la télé-réalité aujourd'hui, c'est un petit peu la suite logique de ça ? Pas tout à fait, parce que quand les émissions que j'ai faites, dont on vient de parler, c'est des émissions qui avaient une volonté de changer la vie des gens. On pensait que la télévision à ce moment-là devait jouer un rôle dans l'évolution de la société, dans l'évolution de situations bloquées. Les gens pouvaient en tirer un certain parti. Et c'est vrai qu'on a fait un certain nombre d'émissions qui aussitôt ont passionné les gens. Et c'était pas tellement rigolo. Il y a d'autres gens qui ont dit que vous exploitiez au contraire les gens, oui. Et leur volonté comme ça exhibitionniste un peu. Alors d'abord, tous les gens qui sont passés dans nos émissions pouvaient retirer leur témoignage à la fin. Moi, je ne faisais pas signer de papier avant-arrière. Ils pouvaient de toute façon refuser d'être diffusés. Mais ce n'était pas le cas parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux. On leur apprenait plein de choses sur eux. Et finalement, il y avait un système d'échange entre eux et nous. Ils nous donnaient leur expérience, on travaillait avec eux, mais en même temps, ils sortaient différents de l'émission. Alors, vous dites, moi, la télé que je faisais, elle rendait service d'une certaine façon, elle produisait quelque chose. Elle avait cette ambition de rendre service aux gens. Bon, et vous avez l'impression que la télé-réalité d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas ? Elle est différente, si vous voulez. Les gens y viennent, non pas pour qu'on les aide à comprendre quelque chose, mais
ils aiment bien, ils ont l'ambition quelque part de devenir des stars, de devenir d'être reconnus des leurs et des autres, et puis le temps d'une émission, d'être quelqu'un pour 5 millions de personnes. Donc vous dites quoi? Vous dites c'est un jeu. On joue peut-être aussi sur ce désir-là de chacun d'être célèbre un moment. Oui, parce que ça n'a jamais été aussi fort que maintenant. Tout le monde veut être célèbre aujourd'hui. Si on n'est pas célèbre, on n'est rien. Si on n'est pas à la télévision, on n'est rien. On n'a pas une valeur en soi. On a besoin d'exister dans le regard des autres. Et plus ils sont nombreux, et meilleur c'est pour mon ego. Alors, est-ce que vous faites un distinguo entre les différentes émissions de télé-réalité, entre le Loft, entre des émissions de jeux, la Starac, dont on dit c'est aussi une école? Oui, mais évidemment, la télé-réalité, c'est un genre. Alors, on ne peut pas dire tout d'un coup, j'aime pas le western, j'aime pas les émissions historiques. Il y a du bon et du mauvais là-dedans. Quand le service public dit, je veux pas faire de télé-réalité, ils ont bien tort, parce qu'il y a des choses formidables à prendre dans la télé-réalité. Mais d'une certaine façon, il y a des émissions que j'ai détestées, que j'ai haïes. Des choses que vous ne feriez pas? Bien sûr. Par exemple? Il y a plein de choses que je ne ferais pas. Par exemple, Bachelor ou Greg le millionnaire, je trouve ça absolument ahurissant. En quoi? Une équipe de dindes, une vingtaine de dindes qui fait la roue devant un jeune homme qui n'a pas de qualité particulière pour avoir le droit de sélectionner ces jeunes femmes et dire que celle-ci lui plaît pas, qu'on la rejette, qu'on la sort, qu'on lui fait faire des épreuves. Ce sont les valeurs que ça véhicule qui vous déplaisent? C'est tout à fait déplaisant. On a mis 50 ans à arriver à une relative égalité entre les hommes et les femmes. Comment voulez-vous que dans les écoles, les lycées, les banlieues, il y a un respect des femmes? À beaucoup d'endroits, il n'y en a pas. Si on véhicule ce type de valeurs et de rapport homme-femme à la télévision pendant des semaines à 20h30 sur l'ensemble des chaînes. Comment il faut la regarder, cette télé? Vous avez des enfants? Vous regardez ces programmes-là? Vous leur dites, vous les décodez avec eux? Bien sûr, je décode. D'abord, elles sont passionnées, parce que j'ai une fille de 15 ans et une de 22. Donc, de toute façon, elles aiment la télé-réalité. Les jeunes aiment la télé-réalité. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des modèles là-dedans. Il n'y a pas de modèle dans la société. Donc, ils vont chercher des modèles où ils peuvent, et la télévision distribue des modèles. Et ces modèles sont bons, vous croyez? Ceux qu'on leur montre aujourd'hui? Ça dépend des émissions. Dernière chose, sur l'évolution. Il faut s'attendre à quoi maintenant? Est-ce que cette télé-réalité va déteindre sur toutes les émissions de la télé française, ou ça va rester un genre particulier par rapport au reste? Je pense qu'on va devoir faire des émissions qui non seulement montreront des gens, mais qui vont apporter des réponses. On ne va pas pouvoir longtemps rester comme ça à faire, j'allais dire, des jeux gratuits, où les gens viennent simplement se montrer, faire la star d'un jour. Scénariser, que ça débouche sur quelque chose. Il va falloir qu'on donne des réponses à des questions, mais pas seulement. La télé-réalité, elle peut aussi être de la télé-réalité dans le domaine politique. Si vous voulez. On pourra, quand TF1 a voulu faire cette émission où des hommes politiques étaient filmés sur une certaine durée, bon, je ne trouve pas du tout que le principe était mauvais en soi. Ce qui m'énerverait, c'est que simplement on les voit vivre, manger du cassoulet avec les gens, et qu'on ne réponde pas aux questions que la société se pose à propos de leur action dans la vie politique. C'est ça qui me gênerait. La politique, réalité, on en parlera, on y reviendra avec un sujet tout à l'heure de Joël Bruyandet, et on en parlera avec Jean-François Copé qui a accepté de revenir en reparler à la télévision. Mais là, on va continuer. On parlait tout à l'heure des enjeux financiers qu'il y a derrière ces émissions de télé-réalité. C'est aussi un business. Alors, qui peut gagner des millions à la télé? Guillaume Porteux et Vincent Bouffartigue ont enquêté. Cannes, un dimanche d'octobre. Un dimanche au soleil pour la Star Academy. Officiellement, les élèves du jeu de TF1 sont là pour rencontrer leurs fans. La star du jour, c'est Stéphanie. La jeune fille est originaire de la région et ses amis sont venus l'accueillir au pays. Stéphanie, donc on la connaît depuis toute petite et de la voir maintenant là comme ça fait quelque chose. Sur la croisette, la Starac fascine. Les cris des petites filles, les jeux des élèves, voilà ce que TF1 diffusera de cette visite à Cannes, car seule la chaîne peut utiliser ces images. Les fans, eux, ont juste le droit de regarder, de toucher leurs idoles, mais pas de prendre une photo. L'après-midi vers 3h. Je veux pas te lâcher la main. Il peut prendre des photos des autres pour moi, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Cet après-midi. Lucas, dis aux autres de venir ici. Pas question de filmer. Sur la plage, seuls les photographes officiels sont tolérés. TF1 défend bec et ongle son trésor. L'an passé, la Star Academy a réalisé 72 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un produit très rentable. Et c'est sans doute pour cela que la production a fait venir les élèves à Cannes.
Car ce jour-là, le Palais des Festivals accueille justement le grand supermarché de la télé, le MIPCOM. Dans ses allées, chaînes et producteurs achètent et vendent les programmes. Plus de 10 000 participants. Les fournisseurs comme les clients viennent du monde entier. Ils sont à la recherche de la perle rare. Et chacun est venu montrer son produit phare. La tête de gondole pour TF1, c'est la Star Academy. Au service public, à vous. On doit quand même. Merde. Continue. Je vous aime beaucoup aussi. Rentrez un peu plus. Allez, tout le monde peut passer de l'autre côté. Une coupe de champagne et la tournée de promotion continue. Après le stand du diffuseur, direction le stand du groupe Endemol, le producteur de la Star Academy. Endemol est le leader du secteur de la télé-réalité. 15 000 heures de programme dans le monde, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Bloc en premier, après on voit. Le grand patron, John DeMol, des Star Academy, il en produit des dizaines sur la planète. Alors forcément, il ne connaît pas tout le monde. La télé-réalité, c'est lui qui l'a créée. Mais contrairement à ses protégés, d'ordinaire, John DeMol fuit les objectifs. Pour une fois, il a accepté de répondre à une caméra. Le MIPCOM, c'est une façon de garder le contact avec vos clients. Parler avec tous les professionnels de la télé, partout dans le monde. Ça nous évite de faire un voyage en Australie. Ça me fait gagner 3 jours. Mais vraiment, trouver des nouveaux programmes ici, c'est plus possible. Donc pour vos clients, c'est bien de voir vos candidats en chair et en os? Ouais, absolument. C'est ça. C'est du bon marketing. Ah oui, c'est du bon marketing, oui. Ok, c'est bon? Et ce n'est qu'une fois les affaires terminées que les candidats peuvent retrouver leurs fans. L'opération de communication aura duré 45 minutes, un bon coup de pub, mais sur les affaires d'Endemol, ici, impossible d'en savoir davantage. Pourquoi la télé-réalité est-elle si rentable? Pour le comprendre, nous sommes allés voir une autre société de production. Adventure Lines fabrique Fort Boyard, mais aussi Popstar et Koh-Lanta. Mathieu Porte est à la recherche de nouveaux programmes. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec des Anglais, spécialistes du genre. Dans leur catalogue, une émission l'intéresse. Le principe de ce jeu, Under Construction, 10 couples qui construisent ensemble une maison des fondations à la toiture. Chaque semaine, l'un d'entre eux est éliminé. Le dernier couple gagne la maison. Ce programme a déjà fait un tabac en Russie et en Allemagne. Et là, comment ça se passe? Vous avez mis une option dessus? Oui. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on a le droit exclusif de le présenter aux diffuseurs français pendant une certaine période. Et une option, ça coûte combien? Ça peut aller de 0 à 100 000 francs, donc 15 000 euros, selon en fait l'historique du format. S'il a été fait dans 20 pays, il est forcément beaucoup plus cher que s'il n'est que sur papier. L'option sur ce jeu a coûté environ 1 500 € à Denis Mermet, le PDG d'Adventure Lines. Il a maintenant 6 mois pour le vendre aux chaînes françaises. Son meilleur argument, les courbes d'audience. On leur présente des courbes d'audience, effectivement, de la performance que ce programme a eue sur d'autres territoires et la performance qu'une chaîne, que la chaîne à qui on le présente en priorité, qu'est-ce qu'elle peut en attendre. Dans ce supermarché de la télé, ces émissions s'arrachent. Car non seulement elles font de bonnes audiences, mais en plus elles ont un avantage majeur. Elles ne sont pas chères à fabriquer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça coûte beaucoup moins cher qu'un programme de fiction équivalent. Quelle échelle? Par rapport à la fiction, dans un rapport de 1 à 4. Exemple avec 2 programmes phares de TF1. Selon nos informations, 1 heure du prime time de la Star Academy coûterait 260 000 €, contre 1 100 000 € pour 1 heure de la série Cordier jugé flic.
Cette fiction est plus chère, mais elle rapporte moins de publicité. Seulement une coupure par épisode. Le prix du spot, 80 000 € les 30 secondes. Alors que pour la Star Academy, il y a cette fois 3 coupures, 74 000 € le spot. Voilà la grande force de la télé-réalité. Rien qu'avec la publicité, ces émissions sont rentabilisées dès leur diffusion. Ne reste que d'ambition, de vraies situations. Mais le plus lucratif, c'est le jackpot des produits dérivés dont les fans raffolent. Sophie et Laurane sont au collège ensemble. Les deux amies ont la même passion, les L5, le groupe de filles issu de la première saison de Popstar. Un goût de liberté, on n'a rien de ce qu'on veut. Une passion qu'elles aiment faire partager à toute leur famille. J'ai le CD du Loft. J'ai le CD du premier album de Star Academy. Premier album... C'est le premier album de Star Academy 2. Et celui-là, le deuxième album de Star Academy 2. Et t'as les L5 aussi, forcément. Oui, c'est la 5. Et l'autre où il n'y a plus la couverture. Il y a les CD, Alors, les dedans, posters j'ai et les donc, cahiers de souvenirs. Celui-là, c'est mon premier que j'ai déjà fini. Il y a leur carte d'identité Et t'as trouvé ça où là? dans les magazines ou comme ça. Il y a celui-là, par exemple. Puis et voilà, il y en a un autre. Ça s'achète? Où? Dans les librairies. Moi, j'ai restreint aux magazines. Mais déjà, les magazines... C'est pas donné. C'est minimum 5 € le magazine. Ouais, hein. ouais. Ça, c'est un minimum. Alors même si on a décidé en entrant à la papeterie de pas céder, parfois on dit, bon d'accord, tu le prends dans ta tirelire. Donc malgré tout, on se fait avoir. Et aujourd'hui, les vedettes de la télé-réalité sont partout. Certains jeux ont même leur propre titre. Une très grosse vente de la presse jeune. Plus de 2 millions d'exemplaires écoulés en 2002. 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus pour l'émission. Nous sommes à la rédaction de Télépoche. Les journaux télé sont eux aussi très friands du phénomène. Aujourd'hui, c'est le bouclage. Et en couverture... Alors c'est Sophia de Star Academy que vous pouvez découvrir aujourd'hui. Donc c'est un sujet Star Academy, effectivement, on en fait quand même assez souvent aujourd'hui en presse télévision. Donc oui, ça sera le cas la semaine prochaine. D'où vient cette photo qui est à la une? Alors toutes les photos qui viennent de ces émissions de télé-réalité, aujourd'hui il faut savoir que ce sont des accords qui sont passés entre les chaînes de télé, les sociétés de production et évidemment les participants. Ce contrat, nous avons réussi à nous le procurer. Dans ce document, les élèves de la Star Academy cèdent leur image à l'agence de presse SIPA. Et cela pendant 18 mois à partir de l'entrée dans le château. Un peu plus loin, on apprend aussi que les élèves empochent 33,3% des prix de vente. Le reste revient à l'agence, la production de l'émission et TF1. Mais combien coûtent ces images? Pour le savoir, nous nous sommes rendus au service photo de Télépoche. C'est ici que les prix se négocient avec SIPA. Ça commence à 4 000 € à peu près, le montant d'exclusivité pour nous. Et je vous dis, ça peut monter jusqu'à 15 000 € dans certains cas. Franchement, c'est pas ce qu'on a l'habitude de payer toutes les semaines. C'est quoi une photo à 15 000 €? Une photo à 15 000 €, c'est ce que je vous expliquais. C'est des photos qui sont vraiment où là, nous, on a une demande particulière. Par exemple, on pourrait demander à un artiste, notamment par exemple ces jeunes artistes de Star Academy, de poser en famille ou dans des tenues particulières, ou vraiment que ce soit une photo totalement montée pour nous. 15 000 € la photo exclusive. Les héros de la télé-réalité se vendent aujourd'hui plus cher que des stars américaines. Toutes les femmes de ta vie, en moi réunies. Mercredi 15 octobre, soirée très spéciale pour Sophie, Laurane et quelques copines. Toutes les femmes de ta vie. Elles vont assister au concert des L5 à l'Olympia et leur maman aussi. Toutes les femmes, tu as toutes les femmes de ta vie. Maman est aussi absolument fan alors. Bah oui, obligé. On l'entend toute la journée, donc on est obligé. Ça vous coûte pas un peu cher tout ça là? Un petit peu cher, non, c'est raisonnable. Franchement, nous, on s'achète des CD pour nous, c'est un petit peu normal qu'on leur en achète aussi. Donc, Et les places de concert, c'était combien là, ce soir? Je ne sais plus, je les ai achetées au mois de juin.
Ça devait être, je sais pas, une trentaine d'euros peut-être. Allez, en avant! C'est exceptionnel pour son anniversaire. 30 € exactement. C'est le prix qu'ont payé les 2500 spectateurs. Et ce concert était complet 4 mois à l'avance. À l'affiche, un détail a surpris les jeunes fans. Ils sont venus voir les L5, produits d'M6. Mais ils verront aussi Jérémy Châtelain de la Starac, produit de TF1. 2 chaînes concurrentes font jouer leur groupe dans la même salle, normal. Pour tous les artistes formés par la télé-réalité, la maison de disques est la même, Universal. Pascal Nègre en est le PDG. Chaque année, ces émissions gonflent le chiffre d'affaires d'Universal de 23 millions d'euros. Un pactole qu'il partage avec les chaînes de télévision. On a proposé des conditions aux chaînes, des conditions qui les ont rassurés parce qu'ils ont senti qu'on était motivés. C'est pour ça qu'on a eu. C'est pour ça. Tout à coup, on a donné des garanties sur les fameux 50-50 de profit. On a donné des garanties aux chaînes de télévision en disant voilà, nous on vous garantit au moins, nous on pense que ça vendra au moins tant. Et la télé-réalité a vendu beaucoup. 15 albums ont été produits en moins de 3 ans par Universal, écoulés à près de 8 millions d'exemplaires. La télé-réalité se glisse parfois là où on ne l'attend pas. Nous sommes dans le magasin Kiabi de Créteil. La musique que tous les clients entendent en fond sonore, c'est la bamba, une reprise de la Star Academy. On a toute la musique Star Academy qui tourne toute la journée, on va dire un CD sur 2 je crois. Il faut dire que l'enseigne parraine l'émission. Une campagne qui lui a coûté 3 millions d'euros et le fabricant a aussi payé le droit d'utiliser le logo de la Starac sur ses vêtements. Donc voilà le module Star Academy sur le rayon homme, là où on va reprendre effectivement tous les produits de la licence Starac. Alors vous pouvez trouver à la fois des t-shirts et des pantalons. Des produits vendus ici au prix de grandes marques. Effectivement, si on regarde, un produit greffé Star Academy à 34,50 €, une marque nationale est à 39 €. Et sur ces 34,50 €, c'est l'astuce, une partie revient à Endemol et à TF1. Combien ? Impossible de le savoir, mais ce principe fonctionne avec tous les produits dérivés. Les boucles d'oreilles Star Academy, mais aussi la panoplie incontournable, le boîtier Star Academy. Et en la matière, TF1 a beaucoup d'idées. Dans leur contrat, les élèves de la Star Academy cèdent à la chaîne le droit d'apposer leur image sur une longue liste de produits. Sur des briquets, de l'ameublement et même sur des produits alimentaires. Et pour tout cela, ils ne toucheront que 8% des ventes, divisé par le nombre d'élèves. Mais certains candidats s'en tirent mieux que les autres. C'est le cas de Loana, la gagnante du premier épisode du Loft. Voilà, donc c'est par ici. Ah, mon petit coin est au fond. Dans ce petit coin, la collection griffée Loana. Depuis 1 an, l'ex-lofteuse est sous contrat avec la Halle aux vêtements. Il y a votre nom sur l'ensemble ? Non, disons que ça, c'est devant, mais très peu. Je le fais très rarement parce que j'ai pas non plus envie d'être un objet publicitaire. Mais bien sûr que si, sinon ma marque est signée Loana, est signée de mon prénom. J'ai monté ma boîte de production, donc c'est ma boîte de production qui a déposé mon prénom. Cette fois, Endemol ou M6 ne touche rien. Elle seule peut exploiter son prénom. C'est Loana Production Internationale qui encaisse les bénéfices. Et au fil du temps, Loana est devenue une VRP très professionnelle. Ça fait effet seconde peau. Et le petit, alors ça pourrait être une jupe classique. On a une ceinture en strass qui est l'originalité et aussi elle est fendue. Je gagne très bien ma vie avec les produits dérivés. En comparaison avec d'autres stars, par exemple, mon avocate me disait que d'habitude les produits dérivés ne marchent pas beaucoup avec les personnalités. C'est vraiment quelque chose, c'est vrai, qui ne marche pas autant, tandis que moi, je gagne bien ma vie avec ces collections comme le reste. Aujourd'hui, Loana est une des rares réussissant à monnayer la célébrité acquise à la télé. Les autres candidats, presque 300, toutes émissions confondues, n'ont plus rien à vendre. Pareil ? Dites-moi. Pour combat. Comment ça s'écrit ? Voilà, et on a quitté pour un instant les locaux de la SFP pour se retrouver dans ces locaux de McGufflin ici. C'est la société qui a réalisé ce documentaire, qui a fait beaucoup parler de lui. Gros succès de la 3, ça a été l'Odyssée de l'espèce. On est là avec vous, Denis Mermet, vous êtes le PDG d'Adventure Line, on vous a vu dans le reportage. Vous produisez entre autres Koh-Lanta, Popstar, ça c'est de la télé-réalité, et puis des choses plus classiques comme Fort Boyard, là aussi gros succès de la 2 cette fois-ci, et La Chasse au trésor. Je voudrais rappeler, avant de faire l'interview avec vous, quelques chiffres
qu'il est bon de connaître sur la télé en général et la production. Sur le coût des grilles, c'est-à-dire l'argent que les télévisions mettent directement dans leurs programmes. Comparatif TF1, France 2, la 6 en 2001 et 2002. TF1 en 2001 c'est 770 millions d'euros et en 2002 881. La 2 652 millions et en 2002 680. Et la 6, les tarifs sont vraiment pas les mêmes, 205 millions d'euros en 2001 et 222 millions en 2002. Alors on vient de voir ce reportage incroyable sur le business de la télé-réalité. Si on voulait être complet, il faudrait ajouter d'ailleurs que par exemple, pour Star Academy, il y a les coups de fil, les SMS, enfin c'est incroyable. C'est la poule aux œufs d'or pour vous, la télé-réalité, vous producteurs. Je ne suis pas le producteur de Star Academy, bon. Mais c'est vrai qu'il y a des droits dérivés, mais quand vous prenez un dessin animé, le business de Walt Disney par exemple, est essentiellement fondé sur les droits dérivés. Donc ce n'est pas une nouveauté, c'est parce que ce sont des programmes à succès qui ciblent un public jeune, et c'est le public jeune qui est consommateur de produits dérivés essentiellement. Alors sur la télé-réalité, on se dit aussi, c'est quand même bizarre, tous ces jeux viennent pour l'essentiel de l'étranger. Vous n'avez pas d'idées, les producteurs en France, pour inventer des jeux comme ça? On a beaucoup d'idées, mais vous savez, il ressort chaque année 1 ou 2 idées ou 3 idées de programmes réellement nouveaux chaque année. Bon. Vous avez 50 pays qui créent, qui inventent. Donc, des idées d'origine française, il y en a une tous les 4-5 ans. Fort Boyard en a été une formidable, puisque ça s'est exporté dans le monde entier et qu'on va retourner la millième. Mais en télé-réalité, on a l'impression qu'on prend plus de risques en production. On attend de voir si effectivement les programmes marchent à l'étranger, font leurs preuves, font de l'audience, et puis hop, on les importe. Les chaînes françaises sont peut-être un petit peu frileuses et attendent peut-être de connaître le succès à l'étranger. Alors, est-ce qu'il y a de la bonne et de la moins bonne télé-réalité? On ne va pas donner des bons points et des mauvais points, mais on a vu notamment ce nouveau jeu-là, par exemple de la 6, à bout de force. On voit qu'on est un petit peu dans un truc comme On achève bien les chevaux. Est-ce que ça, c'est de la télé-réalité que vous aimez bien, ou est-ce que c'est une dérive que vous n'aimeriez pas produire? Oui, écoutez, là, chaque producteur, chaque chaîne fait... moi, j'ai une éthique, entre guillemets, en ce qui concerne la télévision et la télé-réalité en particulier. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir le recul du montage pour éviter le direct et puis pour éviter des dérapages. Bon, ça pour moi, c'est une règle essentielle. La deuxième chose... Donc pas trop de direct, version... oui, qui est un montage story. derrière. Donc pour moi, c'est Koh-Lanta, c'est Popstar, où il y a un énorme travail de montage et de création autour du programme. Donc ça c'est pour moi une chose très importante. La deuxième chose importante, c'est l'authenticité de la situation dans laquelle, et la crédibilité de la situation dans laquelle nous mettons les candidats. Bon, je peux vous assurer que les candidats de Koh-Lanta sont réellement seuls dans un monde réellement hostile et dans une situation de Robinson. Il n'y a pas de trucage. Il n'y a pas de trucage. Clairement. Bon, pourtant, ça fait partie du jeu. De vraies piqûres ça fait partie du jeu, on se rend compte. Et la presse, d'ailleurs, joue beaucoup là-dessus. Le jeu, c'est de savoir ce qui pourrait être bidonné, entre guillemets, dans ces programmes-là. Il n'y a pas. En ce qui nous concerne, en tout cas, il n'y a pas. On ne fait pas vivre 42 jours des gens qui ne sont pas des comédiens si c'est bidonné. Ce n'est pas possible. C'est quoi l'intérêt, enfin, c'est quoi la réalité dans tout ça? À partir du moment où vous dites, moi, je préfère pas de direct, je préfère de la scénarisation. On a l'impression qu'on va de plus en plus vers la scénarisation. Enfin, moi je dis ça alors. On va de plus en plus vers la scénarisation et on se dit, mais on est en train de réinventer le feuilleton avec ces histoires. De toute façon, c'est feuilletonnant. Quand vous avez, je reprends le cas de Koh-Lanta qui est un cas, ou de Popstar, qui est le cas que je connais le mieux, c'est vrai qu'on se fait vivre en X épisodes une aventure humaine. Alors, cette situation, effectivement, a été créée par la production. Mais ils le vivent de manière réelle. Dans Popstar, je peux vous assurer qu'on ne sait pas au début quels vont être les candidats choisis, que les 3 membres du jury sont souverains dans leur choix. Oui. Choix réussi, choix moins réussi. C'est aussi la production, elle peut orienter vers tel ou tel. Oui, mais ce sont des gens du métier. D'accord. Vous avez un patron de maison de disques, vous avez le directeur des programmes d'une chaîne, d'une radio musicale. Donc ce sont des gens du métier. Alors vous dites la télé-réalité avec des vrais gens entre guillemets, c'est le rêve de tout le monde. On pourrait y être soi-même. C'est le ressort essentiel de cette télé-là. Alors nous, ce qu'on a voulu voir, c'est ce qui se passait après la télé-réalité. Une fois que les projecteurs étaient éteints, comment se relève-t-on entre guillemets de ces programmes-là? Audrey Glohagen et Frédéric Bon ont donc mené l'enquête.
avions donné rendez-vous sur le quai de la gare, à Bordeaux. Comme beaucoup de téléspectateurs, nous avions quelques souvenirs du visage d'Isabelle et de son passage à la Star Academy 2. Du travail, il n'y a pas de secret, il faut travailler et ça se voit. C'est vrai qu'Isabelle... C'était il y a un an, presque jour pour jour, et puis la magie s'est arrêtée brutalement. Pour elle, l'aventure Star Academy se termine ce soir, mais le chemin est long, il y aura des tournées. Isabelle n'a pas gagné la Star Academy, mais elle s'accroche à son rêve, devenir chanteuse. Aujourd'hui, elle est venue de Thionville, en Moselle, 900 km pour un gala, accompagnée de Pascal. C'est lui qui lui a trouvé cette soirée. Ce soir, c'est un peu un retour. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de gala et que je suis pas montée sur scène, entre guillemets. Donc j'ai un peu je pense que je vais avoir un peu la pression. Et sa rentrée, après 2 mois d'absence, c'est au Méga Macumba de Bordeaux. Mais sa notoriété s'essouffle. Ça va bien, Donc je cherche les premiers artistes. Tu es... D'accord. Tu es qui, s'il te plaît? Isabelle, d'accord. Ok, donc a priori tu as encore 20 minutes, une demi-heure. Voilà. Comme une trentaine d'artistes, elle est venue faire la promo de son nouveau titre. Isabelle n'a qu'une maquette en poche et cherche une maison de disques. C'est important pour Isabelle cette soirée? Ah ouais, professionnellement c'est hyper important. Il y a plein de gens du métier comme vous voyez, et de maisons de disques, un public. Ici ce soir il y aura quand même plus de 4500 personnes, c'est hyper important. En sortant de la Star Academy, il ne se passait pas une semaine sans qu'Isabelle soit invitée en discothèque. Des shows d'une demi-heure à peine, payés jusqu'à 1 000 €. Mais les temps ont changé. Ce soir, elle ne touchera pas de cachet. La Starac, elle y était l'an dernier, mais maintenant, elle s'appelle Isabelle Lem. Elle a continué dans la chanson. Elle veut percer dans la chanson. Isabelle Lem. Est-ce que ça va, Méga Macumba? Non, bon, tant pis, c'est pas grave. On continue ensemble. Je vais vous présenter un de mes titres. J'espère que ça va vous plaire. Je compte sur vous. C'est parti. Ce soir, elle chante un titre original, une chanson composée pour elle. C'est une première. Pas eu le temps de faire de réglages, alors pour assurer, Isabelle chante en playback. Merci beaucoup. Isabelle Lem. Merci. S'il vous plaît, encore un petit applaudissement, ça fait du bien. Merci. Bon, c'est le début de la soirée, mais bon, j'ai eu des compliments, donc ça va, ça me fait plaisir. Dans la salle, quelques producteurs indépendants l'ont écouté. Une carte de visite échangée, mais aucune promesse de contrat. Je garde ça précieusement. Difficile de s'imposer comme artiste ce soir. Isabelle est noyée parmi d'autres people qui ne sont là que pour animer la soirée d'anniversaire du patron de la discothèque. Émile et images d'anciennes stars des années 80, Jean-Luc Lahaye, Julien Courbet de TF1. Les modèles, les ouvrages, mais aussi Laure Sinclair, ancienne star du X, sans oublier les produits de la télé-réalité. Jean-Sébastien de À la recherche de la nouvelle star, ou encore Marjolaine de Greg le Millionnaire. Tout ce petit monde s'amuse comme une grande famille. Isabelle discute avec Valérie et Marjorie, 2 candidates de la Star Academy 3, la dernière génération. Mais quand on veut leur demander leur avis sur l'après-télé-réalité, ni elles, ni leur agent n'acceptent de parler. Comme si les galères d'Isabelle ne les concernaient pas. Dans un an, elles changeront d'avis. C'est-à-dire, qu'est-ce que... quand elles auront un peu plus de recul, elles verront que le moindre moment passé à la télé, c'est important. En attendant, les filles de la Starac 3 profitent du moment, même si le rêve risque d'être éphémère. Il y a des millions de jeunes qui aimeraient vivre ça. Ils auront passé
2 mois extraordinaires dans leur vie. Voilà, à eux d'en tirer les enseignements et peut-être ça leur donnera un caractère un petit peu plus forgé pour la suite. Ils savent que ça ne suffit pas de passer à la télé pour devenir connu, qu'il y a du travail, mais au moins ils auront vécu ça, quoi. Ce qui m'impressionne, c'est le... Depuis que les galas ne marchent plus, Isabelle a repris son job de prof de fitness près de Thionville. Elle avait tout plaqué pour rentrer à la Star Academy. Ça va? On y va! Hey! V! Traverse! V! À la Starac, Isabelle voulait réaliser son rêve de petite fille. Faire une école comme dans Fame, le téléfilm mythique. Aujourd'hui, plus question de rêver, ni de faire n'importe quoi. Je suis ouverte à beaucoup de choses, mais après, se retrouver uniquement à faire du supermarché, non. Moi, j'ai envie d'apprendre le métier, j'ai envie d'être au contact du public, de chanter, de danser, et pas d'être dans un supermarché à signer des autographes. Supermarché, show en discothèque, voilà le vrai visage de l'après-télé-réalité, à moins de tourner la page. Nous sommes à Mazamet, dans le Tarn. Tourner définitivement la page, Julie et Christophe l'ont fait, en partant s'isoler à la campagne. Ils sont les premiers visages de la télé-réalité en France. Il y a 2 ans, Christophe gagnait le loft sur M6 aux côtés de Loana. Il y rencontrait aussi Julie et formait le premier couple éprouvette du tube cathodique. Sans Christophe, c'est sûr que j'aurais profité un peu plus du système. Je me serais peut-être perdue, hein, je vais être très honnête. Je sais pas, j'aurais pu par exemple faire une couverture d'entrevue ou des choses comme ça, et c'est pas forcément très bon. C'est même toi, hein. Moi, je serais sorti, je me serais pochetronné, j'aurais enfilé toutes les gonzesses possibles et inimaginables. Bah, il faut dire la vérité. C'était tellement... on peut se perdre super facilement, quoi. Ah ouais, bah, elle a vu les paillettes, les machins, les gonzesses, avant, te regarde pas, maintenant, te regarde toutes. Forcément, ouais, tu t'y perds, ouais. Ah ouais. Donc en fait, voilà, on est chacun le sauveur de l'autre, donc... Leur nouvel équilibre, Mathis, leur fils de 4 mois. T'as préparé le bib? Ouais, c'est bon. Calme. J'attends qu'il réclame un peu, mais... Quel tu regardes, Thierry? Sinon... Beaucoup de chemin parcouru depuis 2 ans. Ils étaient loin d'imaginer ça en rentrant dans le loft. Doucement! Il est là, chérie, il est là. Ma motivation principale pour rentrer dans l'offre, c'était de, comment dire, pas changer de vie, mais découvrir quelque chose de hors du commun. Voilà, changer un peu l'ordinaire. Et peut-être justement de trouver l'homme de ma vie, quoi, de trouver l'intérêt. Ouais. Et c'est vrai que Christophe... Moi, c'était beaucoup plus simple. Moi, j'y allais surtout pour le fun, en me disant, ouais, c'est cool, j'ai passé à la télé, je vais pouvoir montrer mon cul, mes potes vont me regarder, ça va être super marrant. Des anciens lofters qui semblent nager dans le bonheur. Pas si sûr. Doc de sociologie en poche, Christophe se voyait éducateur pour personnes âgées. Le jeune papa de 26 ans avoue maintenant être incapable de se projeter dans la vie professionnelle. Là, je suis encore un petit peu sous le choc psychologique de ces 2 années passées. J'ai encore pas mal de travail à faire pour revenir, donc, comme on disait, à une vie normale et surtout moins normale dans ma tête parce que ça a changé pas mal de choses. Ok. Julie, de son côté, a un peu de mal à couper le cordon avec le loft. Elle continue d'écrire à ses fans sur son site internet. Le fait justement d'avoir ce site, ça me raccroche quelque part un peu à ce loft, parce que pour moi, c'était quelque chose de formidable, quoi. Et je pense pas que ce soit négatif, c'est juste simplement que je suis encore un petit peu en contact avec toute cette période. Ouais, c'est ça. Il faut comprendre que psychologiquement, quand on est enfermé pendant 70 jours, c'est comme si on avait besoin de parents, quoi. Au moment où on sort, c'est un truc de dingue. Surtout que pour le premier loft, on pouvait pas savoir ce qui nous attendait derrière. La notoriété, mais moi j'y pensais pas, moi. Je me suis dit, tu vas aller acheter ta baguette chez ton boulanger, il va dire, ah, c'est vous qui êtes passé sur M6. On était hyper naïfs, quoi. Donc se préparer psychologiquement au choc que c'était à la sortie, c'était un truc de dingue, quoi. Alors plutôt que d'avoir eu un suivi par rapport à des gens qu'on connaît et qui connaissaient le milieu, donc qui connaissaient le show business, le machin, le truc, plutôt que d'avoir été briefés, on nous a laissés, quoi. C'est ici que vous gardez tous vos souvenirs du loft? Ouais, c'est ici qu'on a rangé la plupart des souvenirs. Ouais. Donc en gros, on va vous montrer un petit peu ce qu'il y a.
Leur vie dans le loft se résume aujourd'hui à quelques cartons. Comment j'ai rangé ça, moi? Pendant longtemps, Julie et Christophe ont accepté de se prêter au jeu de la presse people, non sans intérêt. Voyons ce qu'il y a là-dedans. C'est pas forcément des trucs où on a fait la couve, hein, mais c'est vrai que bon, ça, c'est des bons souvenirs quand même. On peut pas dire que ça fait pas plaisir, c'est sympa quand même. Donc c'est pour ça que toute cette histoire de notoriété, c'est ambigu. Il y a quand même des trucs qui font plaisir, il y a des trucs plus difficiles à vivre, mais bon, bah, c'est comme ça. Ça, vous avez touché combien pour ça alors? Eh ben, on a signé un contrat avec Ola, on a touché sur 3 sujets 300 000 francs. Donc on l'a fait d'une, effectivement, un petit peu pour l'argent parce que ça paye quand même tout le mariage, et ce qui nous a permis de faire quand même une sacrée belle fête. Et on avait besoin donc de légitimer notre amour. Le loft, ça vous a rapporté combien en gros? Alors en gros, j'ai 1,5 million moi de gains, et après je pense qu'à tous les deux, on a gagné 1,5 million. Au moins, ouais. Ouais. 3 millions à eux deux, investis pour moitié dans l'achat d'un appartement à Paris. Un appartement qu'ils louent désormais et qui continue de leur rapporter 1 200 € chaque mois. Voilà comment Christophe et Julie ont pu mener la belle vie. Mais leurs souvenirs ne s'arrêtent pas à ces photos. Ouais, on va te montrer. En plus, on les a en double, puisque bah, comme on est un couple et qu'on est deux, eh ben, on l'a eu en 2 fois. Donc là... Non, ça c'est le petit côté sympa quand même de M6. Valise. Ils nous ont offert toutes les émissions du Loft. Vous les avez vues ces cassettes? Moi Toi, un peu. Beaucoup et moi non. J'ai dû en regarder 2-3. Bah, j'arrive pas à regarder en fait. Là, je sais pas pourquoi. On en revient toujours sur ce système où c'est toujours pas passé quoi. Et j'ai du mal à visionner les cassettes. Ouais, ça m'énerve. Vous accepteriez d'en regarder une pour nous? Ah bah pourquoi pas ouais. Tant qu'à faire, autant regarder la fin. Ouais. Allez, on voit chérie. Si vous pouviez vivre une autre... Pour Christophe, sentiment partagé. Il y a les bons souvenirs à l'intérieur du loft et les moins bons. Ceux des 45 jours passés à Saint-Tropez en sortant de l'émission. Exception, celui des lofters. Entre farniente et fiesta, rien ne vous échappera. Des vacances imposées par M6. Alors regardez ça, c'est trop fort quand même. On était au zoo. C'est-à-dire que dès qu'on sortait de la maison, on était à l'extérieur, on était vu de la rue. Donc résultat, pendant 45 jours, on a été scrutés tout le temps. Moi, je suis très sereine par rapport à tout ça, quoi. J'ai pas d'amertume, j'ai pas de regrets. C'est des moments, bien sûr, où il y avait des choses un petit peu embêtantes parce que c'est le showbiz et que c'est pas très sain. Mais en attendant, c'est quand même des bonnes choses, quoi. On s'est bien amusé et puis... Ah non, non. Mais, moi, c'est vrai que c'est... Pourtant, on est mariés, hein, mais sur ça, on peut pas s'entendre, quoi. Moi, je comprends pas quand on... Bon, on aurait peut-être pas vu tout ce que j'ai vu, mais moi, quand on va à Saint-Tropez, qu'on monte sur des yachts où il y a de la coke et il y a des putes, je suis désolé, pour moi, c'est pas ça la vie, quoi. Donc forcément, on va dans des boîtes où les mecs, ils arrivent avec quasiment 400 000 francs de liquide pour s'arroser de champagne. Je suis désolé, mais pour dire ça choque pas, faut être né dans les... ça faut être choque. né dans les bifetons, quoi. Enfin, je sais pas, mais ouais, moi, je trouve ça un truc qui est complètement dingue, quoi. C'est grave, ça veut dire que je peux le toucher. Saint-Dié, dans les Vosges. Je suis rien, serais-je près de la vérité. Si le son de son... Rudy a 22 ans. C'est un ancien élève de la Star Academy 2. C'est le bruit de l'eau. Je peux prier. Fini les prime time de TF1. Aujourd'hui, Rudy répète avec son ordinateur, dans sa chambre, chez ses parents. Là, on va faire un gospel. Je m'assoirai par terre et sans amour. Depuis 3 mois, il compose quelques chansons et espère monter des concerts live, comme il dit. Une fois qu'on aura bien répété avec les musiciens, qu'on aura bien calé tout ça, on va le vendre au comité d'entreprise, tout ce qui est salle de concert, comité d'entreprise. On va essayer de placer le spectacle, Le bruit de l'eau, avec Rudy Carvalho. C'est Rudy de la Star Academy qui grandit un peu, qui devient Rudy Carvalho et qui met en place un spectacle. Un doc de portugais jamais terminé, 15 jours en école de police et des petits boulots. Rudy n'a jamais accroché à autre chose qu'à la musique. Aujourd'hui, au milieu de ses disques bien rangés, il a l'impression d'être passé tout près de son rêve. Je me voyais faire une petite carrière à la Bruno Pelletier, à la Patrick Bruel. Voilà, c'est ça la grosse déception, quoi. Je veux dire, je me voyais essayer de... Ouais. Je me voyais gagner le jeu, quoi. Prendre des cassettes. Et ça suffit. Ah, t'as marqué, t'as tout marqué. Rudy, Prime et tout. Ah, t'as tout marqué.
Sa passion pour la musique, c'est son père qui lui a donné. Ancien batteur, il l'a toujours emmené avec lui dans les bals de la région. La vérité. Ah ouais, c'est ça. C'est beau, lui, hein. Ce sont ses parents aussi qui ont conservé les cassettes de la Star Academy. Les hommes font la guerre, mais jamais une femme. Rudy, lui, ne les avait jamais regardés. Un souvenir qu'il gardait pour plus tard. Ça vous fait quoi de revoir ça? Ça fait plaisir. Ça fait... Bah, j'espère que j'en revivrai des moments comme ça. J'espère que j'en revivrai. C'est un beau moment. C'est vraiment un beau moment. C'est inexplicable. C'est le petit truc qui est au fond de vous qui ça explose. C'est vraiment bien. Ça me connaissez. Est-ce que vous avez envisagé le fait qu'il puisse ne pas réussir dans la chanson? Bah bien sûr. Bah, de toute façon, s'il ne réussit pas dans la chanson, bah... Moi, je suis sûre d'une chose, c'est qu'il réussira sa vie. Je suis sûre. Je suis positive et je suis sûre, je crois en lui. Si ce n'est pas dans la chanson, ce sera dans un autre truc, mais il réussira. Quand Rudy a passé le casting de la Star Academy l'an dernier, ils étaient plus de 100 000 candidats. À ce jour, seuls 3 d'entre eux ont sorti un album. Voilà, Malou. Voilà, retour sur les studios de la SFP avec vous, Didier Destal. Vous étiez le psychiatre du Loft, hein, les Lofts 1 et 2. Et on est ici sur ce plateau, vous avez de la chance. Là, Philippe Lallemand a sorti le grand jeu pour parler d'image et de télévision. Il a sorti les miroirs. Alors, on vient de voir ce reportage. Vous avez accompagné ces 2 lofts. Pendant le premier, on vous voyait d'ailleurs à l'image, pendant le premier loft. Il y a des gens qui n'étaient pas contents, qui ont dit, mais c'est quoi ce type, ce psychiatre qui va servir de caution médicale à un jeu comme celui-là? Donc c'est une question. C'est une question. Oui, il y a des gens qui ont dit ça. Moi, j'ai jamais imaginé servir de caution à quoi que ce soit. Je suis psychiatre et je trouvais utile que ces jeunes gens, ces jeunes filles, qui se lançaient quand même dans une histoire nouvelle qui pouvait ressembler à une aventure et qui l'était pour tout le monde, soient accompagnés par quelqu'un sur qui ils puissent s'appuyer si c'était nécessaire et qui puisse également avoir comme fonction d'être quelqu'un de stable qui n'ait rien à voir avec en tout cas avec la production et qui puisse être dans une relation, je dirais, paisible et sécurisée. C'est ça parce qu'il y a des psychiatres qui ont râlé, le Conseil de l'ordre vous a un petit peu remonté les bretelles, enfin, etc. Pourtant, vous êtes un psychiatre, vous travaillez, vous êtes chef d'un service dans un hôpital public, etc. Alors, on entend aussi Julie et Christophe dire à la sortie, bonjour le désert, personne nous a aidés, nous a soutenus. Vous étiez le psy du Loft quand même. Alors, vous dites, ok, je n'étais pas une caution, j'étais là, il fallait qu'il y ait quelqu'un, etc., etc. Mais après, au revoir, hein, débrouillez-vous, gérez tout seul votre célébrité. C'est ce qui s'est passé un petit peu quand même. Oui. Il y a 2 niveaux. Il y a la façon dont la production a géré l'accompagnement ensuite et tout le côté commercial qui est indéniable, c'est-à-dire l'argent qui en a été retiré. Et puis il y a ce que moi j'avais à faire et les engagements que j'avais à leur égard. Les engagements très précis que j'avais à leur égard, c'était que j'étais prêt à les écouter, à être à côté d'eux, à les accompagner pendant les 2-3 mois qui suivaient leur sortie. Ça, ils l'ont su? On leur a dit? Vous leur avez dit? Je leur ai dit. Ils avaient mon numéro de portable. Et ce qui est très particulier, alors, bien entendu, s'ils avaient eu besoin ensuite ou envie de comprendre ce qui se passait, je pouvais les aider à se trouver un contexte thérapeutique adéquat. Ils l'ont fait, ça? Alors, ils ont fait appel à vous? Ils l'ont fait pour certains, très peu, et ils l'ont fait surtout de façon décalée par rapport à la sortie. Parce qu'au moment où ils sortaient, notamment pour Christophe, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, le tourbillon médiatique, la pression dans laquelle ils étaient, et qui leur faisait quand même vachement plaisir, ils le reconnaissent, ils ont vécu des choses qui étaient quand même très excitantes. Ils étaient dans un truc euphorique comme ça, absolument. Ils disaient on verra pour le reste plus tard. Moi j'allais les voir, je les voyais systématiquement après leur sortie tous, et ils me disaient ouais t'es sympa, il n'y a pas de problème, ça va bien, t'inquiète pas,
Donc il m'écartait, il n'avait pas besoin de moi. Dernière chose là, maintenant, côté parents, comment on regarde ce genre d'émission avec ses enfants? Est-ce qu'il faut s'inquiéter, se dire attends, en fonction de leur âge, c'est quoi les valeurs que ça véhicule? On a l'impression qu'il suffit d'être célèbre pour réussir. Est-ce que être célèbre, c'est un métier, quoi? La première chose, c'est que on s'est peu intéressé aux parents des participants, qui étaient vraiment dans une situation difficile parce que les participants étaient à l'intérieur et coupés de tout, ne se rendaient pas compte vraiment de ce qui se passait. Et par contre, les parents subissent une pression énorme. C'est intéressant de réfléchir à ce que vivaient ces parents-là. Maintenant, si la question c'est qu'est-ce qui se passe en tant que parent d'enfant? Pour ceux qui regardent. Alors, moi, je pense qu'il y a plein de manières de faire. On peut regarder avec eux, et c'est intéressant de regarder avec eux. On n'est pas obligé de les laisser regarder tout le temps. Et on peut aussi les laisser regarder seuls. Et moi, ce que j'ai constaté dans plein de rencontres et de discussions ensuite, quand vous parlez d'inquiétude, c'est que la plupart des jeunes, des tout jeunes, les 7, 8, 9, 10, jusqu'à 17 ans, décryptent beaucoup mieux que nous cette histoire de télé et de télé-réalité. Pour eux, ça n'a rien de réel. C'est les parents, c'est nous, les adultes, qui nous posons la question de la télé-réalité parce qu'on nous a dit que c'est de la télé-réalité. C'est pas du tout de la télé-réalité. Ils la prennent beaucoup moins au sérieux que nous, alors. Ah mais oui, mais ils rigolaient. Et ils disaient, mais ouais, c'est pipeau, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, moi j'aurais pas fait ci. Ils ont beaucoup plus de distance. Donc ça veut dire que les parents ne doivent pas s'inquiéter de voir leurs enfants regarder cette télé, ils doivent la regarder avec eux, peut-être en parler. Oui. Non, puis il y a autre chose. C'est que moi j'ai ressenti, en tout cas, dans les rencontres avec les parents des participants, et puis, dans les émissions suivantes, et ça, on le rencontre dans plein d'autres domaines, qu'il y a un désir très fort d'un certain nombre de parents à faire réussir à leur enfant des choses qu'eux n'ont pas réussi. Et on sent plein de parents qui poussent leurs enfants à faire des choses. Alors, dans la vie en général, dans la vie, dans l'éducation. Mais qui là les poussent et les mettent en situation, c'est-à-dire c'est comme si ces enfants vivaient ces choses-là et ces moments-là à la place de leurs parents. Alors ça, c'est une histoire dont on peut discuter. Il pourrait y avoir des émissions intéressantes sur comment le désir des parents peut mettre les enfants dans... Mais d'une façon générale, en tant que parent, il n'y a pas de quoi s'affoler. Pas du tout. Cette télévision-réalité, les enfants la vivent et la gèrent, et la traduisent. Beaucoup mieux que nous. Beaucoup mieux que nous. Parce qu'ils vivent dedans depuis tellement longtemps, dans la télé. Dans la télé. Et avec la télé. Alors, Didier Estal, on va continuer. Malgré tout ça, la télé-réalité, il faut le savoir, a tendance un petit peu à s'épuiser quand même. Cette télé-réalité du loft, classique, etc. Alors, elle évolue soit vers du divertissement, soit en faisant appel à des célébrités, des vedettes, des stars. Bon, ça peut être bien sûr des gens du showbiz, comme on l'a vu dans Nice People. Ça peut être aussi des politiques. C'est une nouvelle tendance. Alors, on a vu que l'expérience a avorté en France. Elle se pratique aux États-Unis. Joël Bruyandet et Yves Gincard ont donc mené l'enquête et juste après, sur cette politique réalité, on en discute avec Jean-François Copé. Eh bien, ils nous ont soufflé. Août dernier, conférence de rentrée de TF1. Étienne Moujotte, le vice-président de la chaîne, présente les nouveaux programmes et notamment un concept. Politique réalité. Le mot est lâché. L'émission s'appellera 36 heures. Routel Krief en sera la présentatrice avec une idée simple, rapprocher les politiciens et les citoyens. C'est une émission de télévision qui a pour vocation de rapprocher dans un moment spectaculaire, parce qu'il faut que la télévision, ça soit spectaculaire. C'est pas un débat d'idées dans les pages du Monde. Soyons clairs, la télévision, c'est autre chose. En clair, un homme politique devra passer 2 jours aux côtés d'un Français ou d'une Française. TF1 tourne même un épisode pilote, une sorte de brouillon en télévision, avec le secrétaire d'État au programme immobilier de la justice, Pierre Bédier. Pendant 2 jours, il partage le quotidien d'une sage-femme à l'hôpital d'Argenteuil. Nous nous sommes procuré ce fameux épisode pilote. Pour la première fois à la télévision, Complément d'enquête aurait voulu vous montrer ces images, jamais diffusées. Pour des raisons juridiques, cette émission politique, vous ne les verrez pas. Nous vous proposons... Vous auriez pu voir dans cette émission de 60 minutes, qui s'appelle à l'époque 48 heures, Pierre Bédier chez lui se préparant à rencontrer la sage-femme d'Argenteuil. Vous l'auriez vu quitter sa voiture de fonction et son chauffeur pour assister à un baptême, ainsi qu'à 2 accouchements. On va tenir un petit peu le genou comme ça aussi. Vous voulez que je tienne le genou ? Bah oui. Enfin,
Vous l'auriez entendu annoncer son salaire à la sage-femme lors d'un dîner en tête-à-tête. 10 000 € par mois. Voilà ce que vous auriez vu. Mais les questions politiques dans ce pilote étaient au final très peu abordées. Par mois. Retour début septembre. À l'époque, personne ou presque n'a encore vu ce fameux pilote. Et pourtant, la polémique est déjà lancée dans la presse. Politique, réalité, l'expression employée par Étienne Moujotte n'a pas plu à tout le monde. Alors quand France Soir fait sa une avec Jean-François Copé, premier invité annoncé par TF1, au beau milieu du décor de Nice People, l'effet est désastreux. Car la France est alors en pleine polémique sur les conséquences de la canicule. Le conseiller en communication du Premier ministre déclare « Avec 15 000 morts sur le dos, ce n'est pas le moment d'aller faire le guignol à la télévision. » Raffarin dit non, TF1 retire son projet, fermez le banc. Les Français n'ont pas osé le faire, les Anglais, eux, l'ont déjà diffusé, il y a un mois, et ils sont même allés plus loin. Enfin, on le voit préparer ses petites affaires. Vous savez, tout dans cette expérience me rend assez nerveux. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est l'argent. Je ne suis pas habitué à vivre avec peu d'argent et d'ailleurs, je suis plutôt dépensier. Beaucoup apprécié les aventures de Michael Portillo dans Le Vrai Monde. Le programme a battu tous les records d'audience. 5 millions de téléspectateurs pour une chaîne qui est habituée à des scores beaucoup plus modestes. Curieusement, ce programme n'a pas vu le jour sur une chaîne spécialisée dans la télé-réalité, mais ici, dans les bureaux de la très sérieuse BBC, la télé publique anglaise. Autre bizarrerie, ma semaine dans le monde réel n'a pas été réalisée par l'unité divertissement, ni par le service politique, mais par le service économique, car avant de s'intéresser aux politiques, ce sont les patrons des grandes entreprises qui ont essuyé les plâtres de ce nouveau concept. Alison Kahn a accepté bien volontiers de nous recevoir. Depuis un mois, elle est un peu la star de la BBC Two, la réalisatrice qui a signé un des plus gros succès de l'année pour la chaîne. C'est elle qui a convaincu l'ancien ministre de se prêter au jeu. Vous pensez que le rôle des hommes politiques, c'est d'aller à la télévision ou d'administrer le pays? Les deux. Les deux. C'est une autre façon de connecter les hommes politiques et les téléspectateurs. Pour les électeurs, c'est une nouvelle façon de comprendre un peu mieux ce qui les gouverne. Et puis, j'espère que cette émission permet aux hommes politiques de voir les choses autrement. Prenez Michael Portillo. Aujourd'hui, il ne voit plus les mères célibataires de la même façon. Et quand il pense aux mères célibataires, il a une image réelle en tête. Et voici donc la télévision qui assure des cours de rattrapage pour les hommes politiques qui auraient un peu oublié le vrai monde et les vrais gens qui vont avec. Tu veux que je t'appelle maman? Non, je pense que Michael suffira. Nous avons décidé de nous rendre, nous aussi, dans le vrai monde. Direction Liverpool donc, et les rues populaires de Wallasey. Dans ce quartier, beaucoup de jeunes mères célibataires avaient participé au casting. Car pour trouver la perle rare, la BBC avait tout simplement fait paraître une petite annonce dans le journal local. Au numéro 21 d'une de ces rues, nous avons retrouvé la maison de Jenny Miner. Hello. Cette conversation a été filmée à l'insu de Jenny Miner, qui ne souhaite plus répondre à la presse. Qu'est-ce que vous avez ressenti après cette émission? Une fois que tout ça a été fini, j'ai été soulagée de revenir à une vie normale. Après, je suis allée passer une semaine chez ma mère. Au fil de la conversation, nous réalisons que l'émission ne l'a pas particulièrement rapproché du monde politique. En fait, j'ai fait ça pour rigoler. Je ne savais même pas ce que je faisais, pour être honnête. Je savais même pas qui était Michael Portillo. Vous savez, je suis pas très calée en politique. Est-ce que ça a changé votre opinion sur les hommes politiques? Non.
Je ne sais toujours rien sur les hommes politiques. Ok, j'en sais un peu plus sur Michael Portillo. Mais c'est surtout parce que j'ai lu les journaux sur lui. Mais de toute façon, je n'ai jamais voté. Et c'est pas cette expérience qui va me faire voter. Thanks. Bye. Depuis la diffusion de l'émission, tout le quartier connaît l'intimité de la famille Miner. Et les voisins ne se font pas prier pour commenter le programme, surtout depuis que les tabloïds anglais ont révélé que Michael Portillo a été payé pour participer à cette émission, et même très bien payé, alors que Jenny, la maman, a touché beaucoup moins d'argent. Vous n'avez pas le sentiment que cette famille, Jenny Miner et ses enfants, ont été utilisés pour ce show? Non. Vous savez, je connais un peu Jenny grâce à mes sœurs, et si elle n'avait pas voulu le faire, elle ne l'aurait pas fait. Le seul petit problème, c'est ce que j'ai lu dans la presse à propos des cachets. Ils ont dit dans les journaux que Portillo avait touché 23 000 € et que Jenny n'avait reçu que 1 800 €. C'est un peu beaucoup, vous ne trouvez pas? 23 000 € pour garder 4 gosses pendant une semaine, je le ferais bien, moi. C'est un peu trop d'argent. S'il avait voulu être plus populaire, il aurait dû le faire gratuitement. Question popularité, la partie n'est donc pas encore gagnée pour l'ancien ministre de la Défense. Retour à Londres, la controverse sur le salaire de M. Portillo a peut-être secoué la presse, mais pas le monde politique. Se faire payer, même pour une simple interview, c'est devenu depuis quelques années une habitude en Grande-Bretagne. Michael Portillo nous a reçus, gratuitement, dans son bureau de Westminster. Depuis 3 ans, depuis qu'une polémique sur son homosexualité a fait chuter sa cote de popularité dans son propre parti, Michael Portillo cherchait à redorer son image. Et c'est donc sans état d'âme qu'il a accepté la proposition de la BBC. J'aimerais pouvoir dire que tous les hommes politiques ont l'envergure d'un Churchill ou d'un De Gaulle, mais ça fait des années que ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont un peu de charisme et qui s'en sortent en politique, et puis il y a les autres, parfois supérieurement intelligents, mais qui passent moins bien à la télé, eh bien eux ne s'en sortent pas. C'est peut-être injuste, mais c'est comme ça que ça se passe. Le fait que vous ayez reçu beaucoup d'argent pour faire cette émission, alors que Jenny Miner a touché 10 fois moins, vous en pensez quoi? Faire des émissions de télé, ça fait partie de mon travail, et ceux qui font des émissions de télé touchent de l'argent. Mais la différence entre moi et les autres personnes qui font de la télé, c'est que comme je suis député, tous mes revenus sont accessibles au public. C'est comme ça que les gens ont appris ce que j'avais gagné. Depuis la première diffusion de l'émission, 3 autres députés britanniques ont accepté de vivre, eux aussi, une semaine dans le monde réel. Dernier tournage en date, dans le château de Shield Hill, quelque part au fin fond de l'Écosse. Avec cette fois, Peter Kilfoyle, ancien ministre des Affaires étrangères de Tony Blair. Ce tournage est un des secrets les mieux gardés de la BBC. Autant dire que nous n'étions pas les bienvenus. L'ancien ministre travailliste va-t-il jouer le rôle du maître d'hôtel ou celui d'un cuistot? Réponse en janvier prochain, lors de la diffusion sur la BBC. Pour Thierry Sausset, un des principaux conseillers en communication français, les hommes politiques doivent aller sur le terrain, soit, mais loin des caméras, et surtout sans mise en scène. Il est absolument essentiel que les hommes politiques sortent de la folie d'aujourd'hui qui consiste à mélanger l'information et la communication. Ils ont besoin d'aller au contact. L'action pour l'opinion publique aujourd'hui est plus vraie que l'image. Si vous vous enfermez dans une image léchée au travers des médias, si vous croyez que c'est là que se joue la confiance avec les Français, vous vous gourrez. De l'autre côté de l'Atlantique, on n'écoute pas beaucoup les conseils de Thierry Sausset. Il y a à peine un mois, en Colombie, les candidats de la version locale du Loft ont reçu une visite un peu particulière, mais néanmoins très officielle, celle du président de la République, Álvaro Uribe. Il a tout simplement profité de l'audience pour faire campagne pour son référendum. Mieux, en Argentine,
El Candidato de la Gente, le candidat du peuple, a donné la possibilité à 16 candidats, des anonymes, de gagner ni plus ni moins le droit de fonder un parti politique pour les présidentielles de 2003. Mais malgré l'originalité des candidats, l'audience n'a pas été au rendez-vous. En matière de politique-réalité, la palme de l'innovation revient probablement aux États-Unis. Le programme, cette fois, mélange volontairement fiction et réalité. Produit par George Clooney et Steven Soderbergh, tourné en décor réel à Washington, la capitale américaine, K Street a pris le nom de la rue où se trouvent la plupart des cabinets de lobbying. La série met en scène des hommes politiques prestigieux comme Howard Dean, un des favoris aux prochaines présidentielles, et des conseillers en communication comme James Carville, l'homme qui a fait élire Bill Clinton. Tous jouent leur propre rôle, mais au milieu d'acteurs, dans des situations dont on ne sait plus très bien si elles sont fictives ou réelles. Et tout le monde joue le jeu. Exemple dans le 7e épisode, diffusé il y a 15 jours. À droite, Tom Daschle, sénateur du Dakota du Sud. À gauche, John Slattery, acteur. Tom Daschle travaille actuellement sur des questions liées au pétrole et il accepte bien volontiers de donner la réplique au comédien qui joue le rôle d'un conseiller en communication. Nous avons cherché à savoir si ce mélange des genres n'effrayait pas Tom Daschle et les autres politiciens américains. Pas de réponse. La seule façon d'en parler avec lui a été de nous rendre au Congrès, le vrai, le seul endroit à Washington où les producteurs de la série n'ont pas obtenu l'autorisation de tourner. Nous l'avons donc retrouvé à une conférence de presse, journalistes, lobbyistes, sénateurs, même ambiance que dans la série. Sénateur, une petite question pour France 2. Qu'est-ce que vous pensez d'un programme comme K Street auquel vous avez participé? J'espère juste obtenir une bonne audience. En fait, je pense que cette série est un reflet assez fidèle de ce que peut être l'univers de Washington. Peut-être un peu plus dramatisé que ça ne l'est en réalité, mais c'est un bon programme et j'encourage tout le monde à le regarder, surtout quand j'y participe. Vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un danger de voir la politique ressembler de plus en plus à un spectacle? Le show continue, mais malheureusement pour M. Daschle, la série ne marche pas. Sauf peut-être dans les cercles du pouvoir, à Washington et à Hollywood. Trop de fiction, pas assez de réalité, à moins que ce ne soit l'inverse. Le mélange se voulait provocateur. Il n'a séduit ni les téléspectateurs, ni les électeurs. Voilà, donc voici donc au royaume de l'image de synthèse avec vous, Jean-François Copé. On vient de voir ce reportage, vous êtes le porte-parole du gouvernement bien sûr. C'est étonnant cette histoire d'argent, de voir comment les Anglais sont comme ça, sans pudeur, se font payer pour participer à des émissions. Ah oui, ça c'est assez surprenant et même à certains égards très choquant. Enfin, moi personnellement, jamais j'imaginerais une chose pareille en France. Enfin, ça me paraît un peu probable. Même si en Angleterre, on paye en général les interviews d'hommes politiques, ça se paye. Hein. Là, c'est pas le cas ici, je vous paye pas, mais c'est vraiment ça que ça se passe. Alors, revenons sur ce ratage, entre guillemets, de la rentrée avec TF1, la politique réalité. C'est quoi l'histoire? Ça a été mal vendu et par TF1 et par tout le monde, c'est mal tombé? Oh, oui, sans doute un peu de tout ça. Enfin, bon, le principe de départ consistait à dire, essayons d'imaginer, enfin c'est comme ça que ça avait été présenté, et Ruth Elkrief, qui est une journaliste politique très, très reconnue et de grandes compétences, m'avait dit, écoutez, on réfléchit à un projet d'émission politique nouveau genre dans lequel il n'y a pas le journaliste au milieu, il y a directement l'homme politique qui parle avec des gens qui ont des tas de questions différentes à lui poser, qui sont de nature peut-être moins convenues que l'échange qu'on peut avoir traditionnel entre un journaliste et un politique. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ça, c'est que je suis, comme beaucoup de mes amis, de mes collègues, en train de me dire comment est-ce qu'on peut faire pour que les Français se réintéressent à la politique, à la télévision, sont tombés dans des mauvais genres qui ne correspondent pas à ce qu'on souhaite. On va revenir là-dessus, mais déjà sur ce ratage,
y avait le temps aussi, comme on dit, Ambiel aurait dit, avec les 15 000 morts de la canicule, c'est pas le moment d'aller faire les guignols à la télé. C'est vrai ça? Non, c'est pas tout à fait ça. En réalité, on avait vraiment réfléchi ensemble à ce que pouvait être un nouveau genre d'information politique avec un dialogue plus direct et donc plus intéressant pour les gens. Bon, et puis finalement, les conditions de mise en œuvre de tout ça, que je ne connais pas du tout. Et puis en plus, moi, j'avais très clairement dit, il n'était pas question pour moi d'être dans une logique d'un homme politique enfermé dans un loft. C'est pas du tout ça. C'était l'idée de finalement faire filmer un peu un homme politique dans une réunion d'appartement comme on en fait tous les jours quand on est élu. Je le fais à Meaux avec beaucoup de mes administrés. On passe des soirées entières à discuter, à écouter, à comprendre. C'est beaucoup plus intéressant. Grosso modo, les hommes politiques dans leur vraie vie aussi. Alors, voilà. Voyons déjà sur ce reportage, par exemple, en Angleterre, Portillo, là, on le voit prendre la place d'une femme, d'une mère de famille, d'une mère célibataire avec 4 enfants, il fait le ménage, etc. etc. Non, c'est surtout pas ça. C'est pas ça. Moi, ce qui me paraît intéressant, mais il faut continuer d'y réfléchir, c'est l'inverse de ça. C'est pas l'homme politique qui joue un rôle qui n'est pas le sien. C'est plutôt un homme politique ou une femme politique qui, discutant avec les gens, dans un contexte donné, les amène à comprendre les contraintes de l'action politique. Pourquoi est-ce qu'une décision, c'est si difficile à expliquer? Pourquoi ça donne lieu à toutes les désinformations possibles? Quelles sont les exigences, les contraintes? L'histoire de Bélier qui allait discuter avec une sage-femme, c'était ça? Vous auriez discuté, je crois, avec une enseignante? Je crois que c'était ça qui était prévu? Moi, vous savez, on était très loin de tout ça. Pour l'instant, moi, je n'avais simplement demandé qu'à regarder de quoi il s'agissait. Donc, on était très, très loin de la décision finale. Mais ce qui pouvait être intéressant, par exemple, c'était de passer une soirée filmée avec, par exemple, une famille d'enseignants et qu'on puisse discuter au fond des choses, que je puisse dire, mais attendez, voilà les contraintes d'un ministre qui veut changer les choses. Je comprends les vôtres. Comprenez qu'entre les deux, on peut trouver des solutions. Voyez les difficultés. Essayez de mettre les gens en situation. Giscard, il l'a fait en son temps, en allant dîner chez les gens. Il n'y avait pas la télé. Mais Benoît Duquesne, c'est pas ça la question. Attendez, on fait tous ce type de réunion dans nos métiers d'élus. À Meaux, je le répète, je le fais très souvent. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. L'intérêt de le filmer, c'est que cette fois, c'est vu par des millions de gens qui, du coup, s'identifient à celui qui pose la question à l'homme politique et qui est une question, par définition, plus directe que ce que peut dire le journaliste de manière plus convenue, de plus technique, etc. Ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup, mais pourquoi est-ce que le journaliste ne pourrait pas poser ces questions-là? Parce qu'en pratique, on est mauvais, nous, les journalistes. C'est pas la question d'être mauvais ou d'être bon. La vie n'est pas uniquement composée d'extrêmes sans arrêt. Non, c'est tout simplement que c'est un complément. Bien sûr que le journaliste doit continuer d'interroger l'homme politique, de le pousser dans ses retranchements. Mais je crois qu'ajouter à ça une dimension plus spontanée, plus directe entre les Français et l'homme politique, ça permet de démystifier et en même temps d'être plus direct dans l'échange. C'est pas aussi de la mise en scène, puisque pour le faire avec des caméras, etc., est-ce que ça devient naturel quand il y a les caméras? On voit cette dame qui a vécu l'histoire de Portillo, elle est un peu dépassée par le truc. Rien n'est jamais parfait dans la vie. Et bien sûr que la caméra peut donner envie de théâtraliser, y compris d'ailleurs pour celui de nos concitoyens qui se trouve devant l'homme politique, il peut faire un coup de théâtre. Oui. Mais à la limite, l'intérêt, c'est qu'on s'installe. C'est pas 3 secondes ou 2 minutes, c'est une soirée entière que l'on passe ensemble. Alors, bien sûr, il y a une caméra, donc il y a un petit risque. Mais sur une soirée entière, l'homme politique, avec des gens avec lesquels il discute, il les met en confiance, il discute ensemble, il se laisse interpeller, il explique, il répond, il comprend, il se fait engueuler, il dit les choses. Et là, on le voit dans son authenticité, avec sa sensibilité, avec sa capacité de comprendre ou de ne pas comprendre. Tel que vous êtes vraiment, quoi. Disons que c'est difficile. Disons que c'est difficile. C'est difficile parce qu'on est parfois contraint par un langage un peu convenu, parce que de temps en temps, il faut se lâcher. Et c'est vrai que la télé, c'est quand même aussi l'essentiel de la vie des Français aujourd'hui. C'est quoi? C'est jouer l'accordéon comme Giscard ou chanter comme Jospin? Non. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est du spectacle. Mais ça existe déjà. Après tout, quand on va chez Thierry Ardisson ou Marc-Olivier Fogiel, on est déjà exposé à ce genre de choses. Mais c'est pas du tout ça. Ça, à la limite, c'est du théâtre. Non, on reste sur du fond. On reste sur des sujets de vie. On parle sur des tas de choses qu'on ne peut pas dire autrement. Vous dites que les politiques participent à des émissions de divertissement, Fogiel, Ardisson, etc. Mais c'est un autre genre. Des talk shows. Ça, c'est autre chose. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, pourtant, vous le faites, et vous le faites de plus en plus nombreux. Enfin, moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Non, mais je dis en général, les politiques. Oui, enfin, il y en a qui refusent de le faire. En l'occurrence, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, ce qui m'intéresse, et ce qui m'a toujours passionné en politique, c'est pour ça que j'ai choisi aussi cet engagement, c'est le fond, c'est les sujets, c'est pourquoi à l'école, il y a des difficultés, où sont les difficultés, pourquoi les hommes ont du mal à se respecter entre eux, pourquoi les choses sont compliquées, et c'est souvent des sujets qu'on n'aborde pas au fond parce qu'on en a peur. Avec les Français, dans un cadre donné, on ne pourrait pas se dérober, parce qu'on va jusqu'au bout des choses. Quand vous êtes avec des citoyens qui vous racontent des choses très concrètes, le problème de laïcité, les angoisses, la sécurité, là vous êtes obligé en live d'y répondre. Donc ça veut dire que ça,
ok, ça n'a pas marché à la rentrée, mais un programme proche de celui-là, je précise que de P2L ou Routel Krief n'ont pas voulu parler, hein, mais que ça, vous aimeriez bien que ça finisse par aboutir un jour. Je pense qu'un jour, il faudra qu'on ait, de manière posée et calme, une réflexion sur quel genre nouveau peut-on imaginer de ce point de vue. Dernière chose, est-ce que vous n'avez pas l'impression de risquer de perdre votre âme là-dedans? Parce qu'il y a des spécialistes, il y a des sondages aussi, où il y a des Français qui disent, attendez, les hommes politiques, nous on veut qu'ils fassent leur boulot d'hommes politiques. Bien sûr. Et qu'ils ne jouent pas à faire effectivement d'autres choses. C'est pour ça que le président colombien qui annonce un référendum dans un loft, ça n'a pas de sens. Ouais. Je crois qu'il faut dissocier les deux choses. Il y a effectivement l'institution, la nécessité d'expliquer les choses de manière solennelle, et puis il y a la manière de faire rentrer dans les foyers français l'action publique. Et il faut le faire sans naturellement, comme vous dites, perdre son âme, en consacrant l'essentiel au fond et à faire en sorte que ce soit à travers des discussions avec des mots simples qu'on explique aux gens et qu'on comprend leurs angoisses. Et ça, c'est ce que fait un élu local tous les jours. Eh bien, l'élu national va devoir le faire demain s'il veut être entendu et compris. En tout cas, merci Jean-François Copé d'être venu dans cette émission qui n'est pas une émission de télé-réalité, hein, qui est une émission de télé, tout ça. On arrive au terme d'ailleurs de cette émission. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés à la préparer, vous dire que vos remarques, comme d'habitude, vos suggestions, vos critiques, vos réactions, ça sera sur notre adresse internet. Dans une semaine, vous retrouverez Arlette Chabot. Nous, ça sera dans 15 jours, avec quelque chose de, là aussi, assez difficile, où les gens, là non plus, parlent pas trop. C'est pas la télé-réalité, c'est le nucléaire, avec ce débat annoncé en France et qu'on a du mal à voir venir. Voilà. La soirée n'est pas terminée sur France 2. Je vous laisse avec le journal et je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous.